Eh bien, bonjour Monsieur Blanquer-Lassac. Bonjour Jean. Bonjour Monsieur Blanquer-Lassac. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Blandine. Ah mais ça fait plaisir, c'est vraiment l'équipe au complet. On commence bien l'année sur les chapeaux de roue. Bah oui. Alors, bonne année à vous. Meilleurs vœux. À vous trois. À vous Ah trois. oui, et à toute Meilleurs vœux, l'équipe, ça à la tous ceux santé. tous ceux qui vont vous regarder. Qu'elle vous soit la meilleure possible ainsi qu'à nos auditeurs. La meilleure possible. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, et bien on y va. Eh bien, en tout cas, l'actualité en France, et on va commencer. Elle est Continuer riche. sur le thème des vœux. Elle est riche. Continuer sur le thème des vœux. Lors de ses vœux donc aux journalistes, le 3 janvier, Emmanuel Macron a annoncé une loi pour combattre ce qu'il appelle les fake news. N'a-t-il pas là une atteinte à la liberté d'expression et de la presse? C'est évident. C'est évident. Alors bon, cette dictature hypocrite, on l'a vu déjà depuis des décennies, elle s'installe progressivement, mais là, ça devient tellement visible que c'est criard. Et alors, pourquoi c'est fake news? Qu'est-ce qu'une fake news? C'est une fausse nouvelle. Bon, fausse nouvelle, bon. Mais qui va en juger? Il va y avoir besoin d'un cabinet noir pour examiner les nouvelles qui sont dérangeantes. Et pourquoi Macron fait-il ça? Parce qu'il sait très bien que malgré toutes les annonces des médias comme quoi tout va bien, les Français reprennent le moral, les patati et patata, c'est pas le cas, que l'économie française continue à plonger, que, et ça ce sont les douanes françaises qui ont sorti le document tout récemment, je crois que c'est ça date du 9 janvier. Ça a été repris par Le Point, qui donne le texte. Entre 2016 et 2017, la dette de la France a plongé de plus de 14 milliards. C'est énorme. Alors, qui était ministre des Finances avant que M. Emmanuel Macron devienne président de la République? Lui-même. M. Emmanuel Macron. Donc voilà, donc il sait très bien qu'on va aller vers un tsunami et il veut verrouiller. Donc, il est en train de faire ce qu'il faut pour verrouiller, c'est-à-dire éliminer les informations qui pourraient faire enfin comprendre aux Français qui se sont trompés en votant pour lui, ou indirectement en votant pour Marine Le Pen. Donc, il verrouille, il verrouille, il verrouille. Il y a différentes petites notes que j'ai prises à ce sujet-là parce que c'est tellement énorme. Bon, vous avez vu la nouvelle annonce de la réduction de la vitesse sur les routes à 80 km/h. Oui. Ah, mais c'est pour notre sécurité. Ah, mais oui. Oui, mais c'est surtout pour le PV. Ils ne savent pas où trouver de l'argent pour l'immigration. Parce que c'est pas pour la police, les forces de l'ordre, l'armée, les Français. C'est pour l'immigration, pour pouvoir construire des bâtiments où mettre confortablement les migrants. Alors, migrants, immigrés, demandeurs d'asile, immigration légale, immigration clandestine, etc. On pourrait ajouter aussi rapatrié économique. Bien entendu. Et puis rapatrier du djihad. Oui, ça on va en parler là après. aussi. Ça va être une de nos questions. Donc, tout ça est fait pour pomper aux Français le maximum d'argent pour pouvoir installer ces gens et nous submerger tous les jours un peu plus. Donc voilà pour répondre à votre question, c'est absolument invraisemblable. Et pour terminer sur cette question, je dirais que les premiers pourvoyeurs de fake news, c'est lui et les médias qui sont à sa botte. Parce qu'ils nous mentent à longueur de journée. D'ailleurs, il nous assure que l'économie redémarre. Qu'en est-il réellement et quel bilan peut-on faire de l'action d'Emmanuel Macron en ce début d'année? Je crois que j'en ai quasiment répondu avec la question précédente, donc c'est exactement ça. Et enfin, on en arrive avec cette histoire de fake news à une espèce de criminalisation de la liberté d'expression. La liberté d'expression est en train de disparaître. Bon, déjà que c'était le cas, il y avait les lois Gaïsso et compagnie, Fabius Gaïsso, etc. Mais là, à chaque fois, il y en a une couche supplémentaire qui se rajoute pour supprimer toutes les libertés d'expression.
Tout dépendra. Et on est en soi-disant démocratie, Ouais, disent-ils. Tout dépendra du contrôle d'Internet et justement, par exemple, de la Alors on va voir, c'est vidéo. pour ça que nous, on en profite tant qu'on peut pour dire les choses. C'est ça, voilà. En parlant justement de fake news, là, je pars sur un autre sujet. Suite à vos mises en garde et commentaires sur les nouveaux vaccins imposés par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, un jeune ménage qui attend un bébé vous a écrit pour demander conseil à propos de la vaccination devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Ils écrivent: parents d'une petite fille à naître d'ici une quinzaine de jours, nous sommes particulièrement angoissés à l'idée des 11 nouveaux vaccins obligatoires ou pseudo-facultatifs, car hormis la dose de sel d'aluminium qu'ils contiennent et qui est déjà très largement supérieure aux préconisations sanitaires, c'est avant tout une entrave à la liberté dont nos dirigeants politiques se font les porte-parole. Alors est-ce là les libertés démocratiques dont nos élites politico-médiatiques se gargarisent à longueur de temps? Je vous laisse la parole. J'ai trouvé cette lettre très bien bâtie. Alors, pour la petite histoire, c'est un jeune professeur d'histoire qui a pris contact avec moi par Internet. J'ai reçu un jour un mail me disant: j'ai vu vos mises en garde au sujet des vaccins, dans lequel je faisais remarquer, entre autres choses, que alors que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, est juive, elle devait savoir tout de même qu'en Israël, la vaccination était laissée à l'appréciation des parents. Libre. C'était libre. Et que je ne voyais pas pourquoi ce que les Israéliens estimaient bon pour leurs enfants ne serait pas bon pour les Français, ou vice-versa, ce qu'ils estimaient mauvais pour leurs enfants serait bon pour nous, pour nos enfants. Donc j'avais fait cette remarque, c'était d'ailleurs lors d'un de nos entretiens, je crois. Hein. Tout à fait. Et donc il avait très bien compris le message que j'entendais donner, et donc il m'a contacté en me disant: bon, voilà, notre petite fille va naître dans quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai répondu deux choses. D'une part, essayez de vous faire un faux document médical par votre médecin traitant. Je dis bien les choses, un faux document. Par votre médecin traitant, disant qu'il y a incompatibilité du fait de l'état physique du bébé, et vous gagnez du temps. Et puis surtout, vous cherchez à trouver d'autres familles dans le même cas, le maximum de gens, vous alertez et vous créez un comité, et vous engagez une poursuite contre l'État. Pourquoi? Pour une raison très simple. Et je pense que c'est... oui. Voilà, merci. C'est dans le dernier numéro de La Politique où j'avais mis ces informations. Alors, il y a deux textes. L'un qui est de l'ordre des médecins, l'article 36, qui stipule, d'ailleurs c'est quasiment le même texte, qui stipule que nul ne peut obliger un être humain à subir un traitement dont il ne veut pas. Dont il ne veut pas. Et c'est repris dans un autre article tout à fait légal de la République. Donc voilà, ils peuvent s'appuyer sur ces deux textes qui sont mentionnés dans la politique, dont il le sait, et voilà pourquoi je dis qu'il faut engager une poursuite contre l'État. C'est un abus de pouvoir, et la déclaration d'Agnès Buzyn est non seulement mensonger, mais hors la loi illégale. Du coup, les enfants pourront-ils quand même être inscrits à l'école? Bah écoutez, si c'est nécessaire, ils font l'école à la maison. Après l'attaque brutale du 8 octobre 2017, 4 policiers à Vitry-Châtillon ont été brûlés par des cocktails Molotov, dont 2 très grièvement. Les nouvelles attaques dont les policiers et les gendarmes ont été victimes, notamment à Châtillon-sur-Marne, la nuit du réveillon a très mal passé, d'autant que le Premier ministre Édouard Philippe refuse le retour aux peines planchées tout en promettant une grande sévérité. Vous y croyez? Et quelle est selon vous la réponse nécessaire à ce type d'agression? Alors premièrement, j'y crois pas, évidemment, parce que c'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a ces agressions, et ça ne date pas d'aujourd'hui,
depuis tous nos présidents de la République, et notamment un qui était très fort là-dedans, c'était Sarkozy aussi. On va être sévère, et puis sous Hollande avec Valls et Cazeneuve, on va être sévère, et puis ça continue le plus belle. Donc, la seule solution, les peines planchées, c'est une vaste plaisanterie, si j'ose dire, pour pas dire un gros mot. La seule solution, c'est de admettre enfin une chose qui coule de source, c'est la légitime défense. C'est-à-dire que quand un policier ou des policiers sont agressés par une bande de cette racaille des banlieues auxquelles le pouvoir ne veut pas toucher, les policiers ont le devoir de se défendre en tirant dessus. Point. Le jour où il y aura 1, 2, 10, 20, 30 au tapis, eh bien la peur changera de camp. Et le seul conseil que je peux donner aux forces de police, plutôt que de défiler, protester, etc., ils sont trahis par leur hiérarchie, ils sont trahis par leurs syndicats, et au lieu de se suicider, il ferait bien d'utiliser leurs armes à autre chose. Oui, parce que là, alors, c'est invraisemblable. Mais l'année dernière, il y avait déjà eu ça. Hein. Mais bien entendu. En 2017, je crois que c'est près de 30 gardes. Enfin, c'est un chiffre absolument. Les pouvoirs publics ne veulent pas toucher à la racaille. Et rappelez-vous, j'en ai parlé lors d'un des derniers entretiens, comment est née la révolution dite française? Quel a été le moteur, à part le moteur intellectuel des loges oui, c'est plutôt ça, ouais. et de la finance juive et anglaise, hein? Ça a été par la racaille des bas-fonds de Paris, stipendiés par cet argent anglais, juif et des loges, qui ont été les forces révolutionnaires qui ont imposé la révolution. Et quand les gardes suisses se sont fait massacrer à Tuileries parce que ce malheureux Louis XVI leur a dit de ne pas réagir, c'était qui qu'ils avaient devant eux? La racaille des bas-fonds de Paris. Et bien aujourd'hui, la République protège la racaille d'aujourd'hui. On devait imaginer déjà une belle diversité. Non, à l'époque, c'était surtout vraiment le poivreau de l'époque. Ouais. Alors, Yves Lefebvre, le secrétaire général d'unité SGP Police FO, a réagi le 1er janvier sur France Info. Il dit « Quand on tabasse un flic à terre, c'est la République qu'on tabasse. » Avez-vous un commentaire? Ah bah si c'était vrai seulement. Non, c'est invraisemblable, mais quel sinistre crétin. Alors voilà, c'est un syndicaliste de la police, il n'a rien trouvé d'autre. Et alors en plus de ça, sa formule ne veut strictement rien dire, elle ne propose rien. Ce sont des larmes, des lamentations. Hein, c'est pas avec des larmes et des lamentations qu'on va régler le problème. Je dis légitime défense. Point. Et à propos de légitime défense, c'est vrai pour nous tous, pour tous les citoyens français. Et vous savez très bien que je dis à tout un chacun, armez-vous, rentrez dans des clubs de tir. Je crois que personne ne mesure exactement dans quel type de dictature on est en train de rentrer et que nous allons être à la merci de ces hordes protégées par le pouvoir. J'aurais peut-être une petite question à vous poser, à part peut-être. Oui, à part ou en direct comme vous voudrez. Je ne sais pas si elle a été traitée. Ah bah oui, non c'est... Oui, bah j'y vais, excuse-moi. Justement, en parlant d'autorité, que pensez-vous du retour probable des djihadistes qui ont des papiers français en France, donc pour y être jugés et donc réinsérés, paraît-il? Bah, je crois que j'en ai en partie répondu avec la dernière question. Comment se fait-il que le pouvoir, une fois de plus, plutôt que de laisser ces gens dangereux là où ils sont, jugés par les Syriens, après tout, les Syriens feront très bien le travail, pourquoi veut-on les faire venir ici pour les protéger? Pour les protéger. C'est toujours la même chose, donc ils ont besoin de cette réserve de criminalité parce qu'ils ont besoin qu'à nouveau il y ait des attentats pour pouvoir faire peur aux populations et leur faire accepter encore de nouvelles lois soi-disant sécuritaires mais qui verrouillent à chaque fois un peu plus nos libertés. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une alliance de fait entre le pouvoir et les criminels. Et c'est vrai non seulement sur le plan politique avec le terrorisme islamique, ou soi-disant islamiste, mais c'est vrai aussi par toutes les affaires économiques qui sortent à demi, qui ne sont jamais conclues,
Et je ne sais pas si vous allez parler de cette histoire de Sarkozy avec son ami qui a servi d'intermédiaire avec la Libye, mais si on en parle tout à l'heure, eh bien j'y reviendrai. Les médias et le monde politique viennent de célébrer le Je suis Charlie en mémoire de l'étrange attentat contre ce magazine. Or, un sondage IFOP commandé par le collectif Je suis toujours Charlie révèle que l'esprit Charlie s'effondre année après année. Qu'en pensez-vous? Vous qui avez soigneusement analysé les faits dans la politique et les faits et les entretiens, et dans une conférence sur les crimes d'État, en aviez-vous conclu aux preuves d'un nouveau false flag? Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec l'affaire du 11 septembre 2001, je dirais que c'est le false flag le plus flagrant que l'on ait vécu. Alors effectivement, j'en ai parlé dans le numéro 160-161, donc c'était 2015, février et mars 2015, et j'avais repéré toute une série de faits tout de même qui montraient le mensonge de la version officielle. Alors, premièrement, j'ai d'ailleurs le texte de mon article, parce que vu l'actualité, j'ai toujours mes petites munitions sous la main. Il y avait, on avait vu tous, je pense, cette bande qui a été projetée sur nos chères petites télés, où on voyait deux criminels cagoulés, sortant tranquillement de l'immeuble de Charlie Hebdo, après avoir fait leur coup. Et puis, après, on apprenait que M. Cazeneuve, c'est lui qui était le ministre de l'Intérieur, nous disait qu'on les avait reconnus. Ah bon? Ils étaient cagoulés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont cagoulés, on les reconnaît? Ah bon? Alors qu'on les avait reconnus aussi grâce à leur ADN. Ah, c'est possible. Or, non, c'est pas possible justement. Parce que pour l'ADN, il faut au moins 3 jours. On ne l'a pas immédiatement. D'accord. On ne l'a pas immédiatement. Il y avait ça. Il y avait quoi encore? Il y avait l'histoire du curieux suicide du commissaire Frédou, qui enquêtait sur l'affaire. Alors, ce suicide était tout de même très curieux parce que et la famille et le médecin traitant du commissaire en question disaient « mais il n'est pas du tout d'entendant suicidaire, il n'y a aucune raison ». Et puis, on apprenait qu'il s'était suicidé avec son arme de service et que la balle était rentrée comme ça. Curieux. Curieux. Normalement, quand on se suicide, on fait ça, sur la tempe. Pourquoi comme ça? Pas évident quand même. Et alors, autre chose curieuse, quand la famille demande à avoir le résultat d'autopsie, officiellement, la police refuse de les lui donner. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus où j'en suis, on apprend toujours par la famille que le jour même ou le lendemain du suicide, entre guillemets, du commissaire, la police, laquelle était venue à son domicile pour saisir son ordinateur et tous ses papiers. Alors, pourquoi? Qu'y avait-il à cacher? Tout ça se trouve justement à la fois dans le numéro 160 et dans le numéro 161 de la politique, où je rapportais ces différents trucs. Il y a eu d'autres choses encore, parce qu'il y en avait d'autres. Et puis alors, le must, comme on dit, si on parle en bon vieux français, la cerise sur le gâteau, la carte d'identité laissée dans la voiture. Alors des gens que l'on voit cagoulés, harnachés avec gilet pare-balles, sortant tranquillement sans se hâter de l'immeuble où ils ont fait leur coup, que l'on retrouve parce qu'ils laissent leur carte d'identité, parce que soi-disant on les a reconnus, ils étaient cagoulés, que l'ADN, etc., etc. Il y a quelque chose qui ne va pas là, non?
Et vous vous rendez compte, c'est milliers, de dizaines de milliers ou centaines de milliers de Français qui avalent encore ce genre de couleur. Et voilà pourquoi Macron a besoin de serrer la vis avec les pseudo-fake news. Parce que les fake news, c'est lui qui les fabrique. Et ses prédécesseurs. Mais donc ils n'ont pas besoin que tout le monde... Et c'est une sorte d'inversion accusatoire aussi. Exactement, c'est le type même de l'inversion accusatoire. Et il est évident que si on sait ces choses-là, moi, beaucoup de choses que j'ai découvertes, il y a une partie que j'ai vue à la télévision, comme nous tous, et il y a des éléments qui ont été donnés par des documents que j'ai trouvés sur Internet, et c'est ça qui dérange. Ce sont ça les fake news qui dérangent le pouvoir. Donc voilà où on en est. On est en dictature, et tous les jours un peu plus. Question suivante, il va y avoir un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et par ailleurs des discussions vont se faire entre le gouvernement et les indépendantistes corses qui annoncent déjà un référendum sur l'indépendance de la Corse d'ici 10 ans. N'est-ce pas la suite du détricotage de la France et de sa puissance commencé par De Gaulle avec la décolonisation puis l'abandon de l'Algérie et qui est d'ailleurs poursuivi jusqu'à aujourd'hui? C'est évident, mais ça coule de source. Ça coule de source. Il y a un acharnement contre l'existence même de la France pour ce qu'elle représente historiquement. Et ils veulent que la nation France disparaisse. On détache des petits morceaux, on détruit son industrie en bazardant les fleurons de notre industrie à l'étranger, on vend les vignobles français à qui mieux. Donc la France ne va plus être la France. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et alors il y a incontestablement, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, un coup d'accélérateur parce que, je dirais même plus encore que Sarkozy et Hollande, il est l'élément choisi par le mondialisme pour terminer le travail. Alors jusqu'où ça pourra aller, je n'en sais rien, mais notre devoir à nous, conscients et aimant notre pays, nous avons le devoir de clamer haut et fort ce qui se passe. Parce qu'on ne peut peut-être pas compter justement sur le Front National. Bon, alors, cher ami, je ne sais pas si on va en parler du Front National, mais là, je dirais que le Front National, du père au fils, sont co-responsables de la situation actuelle. Il reste en gros un char pour aller à la Gay Pride. Mais chemin faisant, par contre, ils ont réussi à bien s'enrichir. Et d'ailleurs, que pouvez-vous dire sur le Front National actuel qui semble inaudible? Alors inaudible, j'ai vu hier soir pas tellement. Puisque très gentiment la télévision a donné la parole à Marine Le Pen pour protester contre ce qui s'était passé dans une prison où des gardiens s'étaient fait tabasser par un musulman. Et donc, voilà, chaque fois qu'elle apparaît à nouveau nécessaire au pouvoir, eh bien, on sort la petite Marine Le Pen pour la remettre en valeur. Mais alors là, une chose qui m'a frappé, je l'ai vu hier aux informations sur BFM TV et sur LCI, mais elle a pris un coup de vieux, mais c'est carabiné. Oui, mais alors à la vitesse où des adhésions surtout. Non, mais c'est tac, c'est en train de... Oui, mais les finances aussi, hein. Oh, ils ont, grâce à leurs 5%, le fait d'avoir dépassé les 5%, oui, non, ça, une enveloppe intéressante. Tout à fait. Mais ils ont perdu tous les anciens militants. Tout à fait. Non, mais c'est évident. Mais bon, même je peux pas dire, parce que je l'ai tout de même côtoyé pendant un bon bout de temps, avant que je ne claque la porte en 2003, le QI de la majorité des militants du Front National, c'est pas un exemple. Ce sont de braves gens, patriotards, etc., mais qui foncent droit dans le panneau. Il suffit qu'on leur dise la France, encore un petit billet de 100 francs ou de 100 euros maintenant, et nous allons gagner les prochaines élections, et ils foncent. Et par ici l'argent du côté de la famille Le Pen. Seront-ils encore là pour les prochaines élections? Ah non, mais c'est invraisemblable. C'est une bande de vampires, les Le Pen. Alors,
lors de votre dernière conférence sur l'armée française face à la destruction de la nation, a suscité de nombreux commentaires, quelques-uns aigres, sur notre site, alors que d'autres vous ont chaleureusement applaudi. Comment expliquez-vous cela? Alors que votre conférence, comme votre livre, sont d'une précision remarquable, appuyés d'une documentation imparable. Que leur réponse? Je pourrais faire une réponse très succincte, il n'y a que la vérité qui blesse. Je pense que ces réactions sont le fait de militaires, ou de familles de militaires, mais je ne dirais pas toutes, parce que les messages que j'ai reçus, que ce soit sur mes mails ou par courrier, il y avait des militaires et il y avait des familles de militaires qui applaudissaient à ce que j'avais dit. Oui. Donc il y a de tout. Bon, il y a les gens qui comprennent et puis il y a les imbéciles, ceux qui ne veulent pas voir. Lors de notre dernier entretien du 9 décembre, nous avions évoqué les remous autour du Parti national français et l'action très nocive de Pierre Sidos et d'Ivan Benedetti, ancien dirigeant de l'œuvre française, qui cherchent à mettre la main sur le parti que dirige André Gandillon. Y a-t-il du nouveau à ce sujet? Alors, il y a du nouveau, effectivement. Il y a du nouveau. Et alors, vous savez très bien qu'on a discuté précédemment en se disant est-ce que ça vaut la peine de parler encore de ces gens-là, ils représentent quasiment plus rien, etc. etc. Enfin, le problème, c'est qu'ils se présentent comme nationalistes. Ça draine encore quelques jeunes et que si on ne dit pas ce que l'on sait, les malheureux vont encore foncer dans le panneau, croire que c'est une possibilité d'action. Donc il est bon de revenir aux sources. Alors, l'œuvre française et ce qui s'appelle aujourd'hui le Parti nationaliste français relève, disons, d'une même mouvance qui est née à peu près en 1949, avec la création d'un mouvement qui s'appelait Jeunes Nations. Donc, ce que je vais dire me concerne en partie, et c'est de l'histoire aussi. Donc, 49, et je me rappelle, à l'époque, ça a été quelque chose qui est apparu comme un souffle vraiment nouveau, point de vue nationalisme en France. Et je ne comprends pas, mais apparemment, à l'époque, il y a eu la conjonction, c'est ça que je ne comprends pas, d'éléments qui se sont agglutinés autour de ce nouveau parti qui naissait, Jeunes Nations. Et je me rappelle de cette époque, il y avait donc non seulement le magazine Jeunes Nations, qui était de très très bonne tenue intellectuelle, il y avait tous les petits bulletins dans les universités de France, des fédérations des étudiants nationalistes de France, ou des fédérations des étudiants nationalistes, c'est tout, avec de très très bons contenus. C'était remarquable. Mais Johnny, j'ai cru savoir que Johnny faisait partie de Jeunes Nations. Johnny Hallyday? Ah oui. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et bon, là-dessus, De Gaulle a fait le travail, il a cassé le mouvement. Et puis, ça a survécu, ça a pris un autre nom, ça a pris le nom de l'œuvre française, qui était en fait une copie du nom de l'Action française, puisqu'il ne pouvait pas prendre le même nom, puisque l'Action française existait toujours. Donc, Sidos a pris le nom de l'œuvre française. Ça a vivoté, périodiquement, je sais qu'il demandait des articles à mon père, pour leur revue qui s'appelait encore Jeunes Nations, qui je crois est devenue l'œuvre française. Et puis quand mon père n'a plus pu, parce qu'il avait perdu la vue, ils sont adressés à moi, et effectivement, cette période-là, j'avais commencé à m'occuper de politique. Donc ils ont bénéficié et des articles de mon père, et des miens, gratuitement. Là-dessus, donc c'était aux alentours de 2001-2002, je publie mon livre « Le nationalisme français ». Et comme je collaborais à l'époque au journal L'œuvre française, je m'aperçois au bout de 2-3 mois qu'il n'en parlait pas. Je prends mon téléphone et je téléphone au responsable de la publication, un certain Ivan Benedetti, pour lui demander, tiens, comment se fait-il que vous ne parliez pas de mon livre?
Et il me raccroche au nez. Mais textuel, il me raccroche au nez. Et depuis là, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi. Il me demande des articles, donc apparemment ils estiment que mes articles sont bons. Je sors mon livre qui devrait être le, disons, le support de toute action. En tout cas, c'était mon intention. Et non seulement ils n'en parlent pas, mais on me raccroche sèchement au nez comme si j'étais n'importe quoi. Bon. Et ce n'est qu'il y a quoi 3-4 jours que j'ai compris pourquoi. Et je l'ai appris par plusieurs sources, confirmées par M. André Gandillon. Et les uns et les autres m'ont appris ceci. Quand mon livre « Le nationalisme français » est sorti, Pierre Sidos a piqué une rage. Il paraît qu'il était vert de rage, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a publié ce livre, mais c'est moi qui aurais dû le publier, etc. » Ah oui? Le problème, c'est que entre 1949, date de naissance de Jeune Nation, et aujourd'hui, il n'a pas été fichu de publier le moindre livre sur ce sujet ou d'autres sujets connexes. Alors voilà ce genre d'équipe qui prétend faire la morale, qui cherche à mettre la main sur le parti nationaliste français qu'André Gandillon a ressuscité. Et la dernière réunion qu'il y a eu lieu rue Caillou entre André Gandillon et une vingtaine de personnes, dont Pierre Sidos, Yvon Benedetti et Yves Bourbon, directeur de Rivarol, ça a été carabiné. Le malheureux André Gandillon, et c'est pour ça que je prends sa défense, a été insulté parce qu'il ne voulait pas plier, parce qu'il ne voulait pas que les autres s'emparent de son parti. Alors, il y a une chose tout de même curieuse. J'avais parlé à plusieurs reprises d'ailleurs de ce scandale qu'il y avait eu lors d'une réunion de l'ex-œuvre française qui survit avec différentes astuces, où une militante s'était fait injurier par Benedetti parce qu'elle était là et parce qu'il savait qu'elle lui reprochait d'avoir été à l'origine de l'interdiction de l'œuvre française par Manuel Valls à cause de ses provocations. Parce que Gandillon est un provocateur. Hein, et quelqu'un qui injurie une militante comme ça, qui lui commence par lui arracher ses lunettes de soleil, lui balance de l'eau à la figure, et finalement, en voyant qu'elle ne bouge pas, lui balance une bouteille de vin à la figure, c'est un petit problème. Or voilà l'individu qui est soutenu par Pierre Sidos. Voilà pourquoi je veux, une fois de plus, mettre les pieds dans le plat, parce que ces gens doivent disparaître de notre milieu, parce qu'ils polluent le nationalisme français. Voilà. Alors, autre question, toujours avec des personnes qui parfois vous envoient des petits pics. Là, on va parler de Florian Rouanet, que vous avez écarté de vos activités il y a 3 ans environ, qui vient de poster un long commentaire fort peu aimable à votre sujet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous ont amené à vous séparer de lui? Bon, je dirais que c'est un petit peu un sujet connexe au précédent. C'est pour ça que j'en parle. Tout à fait. Connexe au précédent. Alors, petite histoire, Florian Rouanet. Il prend contact avec moi, il doit y avoir 4-5 ans maintenant, facilement. Disant, voilà, j'ai écouté vos conférences, c'est remarquable, etc., etc. Je voudrais collaborer avec vous, etc., etc., etc. Vous ne refusez pas des aides comme ça, évidemment. Bon, je dis d'accord. Et j'ai fait quelques vidéos avec lui, dont il s'est bien acquitté, sans problème. Le problème, c'est que chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était une personnalité fragile, qu'il prenait des initiatives sans s'en référer. Par exemple, je prenais que nuitamment, il allait badigeonner certains murs de Paris avec des inscriptions, etc. Et là, c'est pas du tout notre genre. On travaille sérieusement, on n'a pas besoin de badigeonner les murs, etc.
Et puis alors progressivement je me suis rendu compte, il ne sera pas le seul d'ailleurs par la suite, qui se servait de mes textes pour faire des conférences auprès de Sidos et Gandhion, sans me citer. Et quand je m'en étonne, il me dit « Ah mais comprenez, je ne veux pas citer votre nom, parce que sinon je vais me faire incendier et jeter dehors. » Alors, il choisit un autre type de conférence. Bon, donc voilà le genre de personnage très fragile, que j'ai fini par écarter, parce que justement fragile, en me disant « Mais il va finir par nous attirer des problèmes, avec ses foucades, etc. » Donc, comme toute personne qui se fait jeter, bon, évidemment, je comprends très bien qu'il n'est pas apprécié. Et périodiquement, il se venge. Il a fait tout un montage, essayant de ridiculiser. Je crois qu'il représente un Hitler ou un truc dans ce coup-là. Non, je ne sais pas si vous avez vu ça. Des caricatures assez particulières. Et dernièrement, il a voulu revenir là-dessus. Et là, il ment carrément en disant que jamais je l'ai mis à la porte. C'est lui qui est parti tout seul. La vérité n'est pas tout à fait celle-là, voilà. Puisque vous me posez la question, j'y réponds, il a été mis dehors, point à la ligne. Et alors qu'il cherche toujours à se faire bien voir en m'envoyant périodiquement des petites conférences qu'il fait par-ci par-là, il est évident qu'il ne reviendra jamais chez nous. Vous avez fait le 25 novembre une conférence à Genève à l'initiation d'égalité et réconciliation qui fut un franc succès, puisque les organisateurs ont dû refuser une trentaine de personnes. Nombre de correspondants s'inquiètent que la vidéo, enfin votre conférence ne soit toujours pas en ligne. Qu'en est-il? Alors justement, c'est assez curieux. C'est assez curieux. Et ceux qui s'en inquiètent, justement, avaient été heureux d'apprendre qu'il y avait certaines collaborations qui semblaient s'installer entre Égalité, Réconciliation et nous, et qui, voyant que ce n'est toujours pas publié, se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un barrage ?» Alors, comme toujours en pareille occasion, puisque moi aussi je me posais des questions, j'ai pris contact avec les responsables d'égalité et réconciliation de Haute-Savoie, qui m'ont dit « mais non, mais pas du tout, mais oui, on y pense, etc. » Le problème, c'est que ma conférence date du 25 novembre, et ça commence à faire un petit peu long. Alors, on me dit « ah oui, mais c'est habituel, à égalité et réconciliation, leurs conférences mettent toujours très longtemps à être mises en ligne, etc. etc. » Je dis « bon, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais chez nous, on est habitué à faire les choses rapidement. » Parce qu'il y a tout de même une question de... Alors on en est là. On m'avait annoncé que nous recevrions le document vidéo, puisqu'on a déjà le document audio. Hier. Non, avant-hier, jeudi. Et jeudi soir, je reçois effectivement un message me disant oui, voilà, maintenant le document vidéo est construit, mais ça doit d'abord passer devant la commission de surveillance de Égalité et Réconciliation nationale. Et j'envoie un message à la fois gentil parce que celui qui m'avertissait, je sais que c'est quelqu'un de bien, lui disant que j'étais déçu, que nous étions déçus, oui. Que nos correspondants auditeurs ne comprendraient pas, étaient déçus, ne comprendraient pas, que c'était pas une bonne publicité pour Égalité et Réconciliation, etc. Le lendemain, c'est-à-dire hier, je recevais un message du responsable d'Égalité et Réconciliation de Haute-Savoie, me disant, voilà, c'est en cours, on attend la validation, etc. etc. Je n'ai pas répondu. Remessage hier soir, voilà, on va la voir. On en est là. Mais c'était on en est là. Alors, il faut dire que je leur avais dit, écoutez, c'est très simple. Si fin de la semaine prochaine, on n'a pas la vidéo, on met sur Internet le montage audio. Ben, on en a une. Je regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Alors voilà. C'est entre leurs mains. Nous travaillons sérieusement, on entend que ceux qui veulent travailler avec nous travaillent sérieusement aussi.
Non mais en fait apparemment il vous avait pas dit de bêtises hein, puisque Marion Sigon en fait Alors exactement, alors Jean, vous avez raison. Elle vient de sortir, la vidéo elle est sortie avant-hier ou hier ou je ne sais Alors, ah bon, je savais pas, alors ils ont voulu, Oui. alors à mon avis, ils ont paniqué, ils se sont rendus compte que s'ils publiaient ma vidéo avant la sienne qui date de septembre, encore mieux, qui date de septembre, donc ils ont voulu se mettre à jour de la vidéo de Marion Sigaud avant de publier la mienne. La vôtre. Vous vous rendez compte? Ouais. Bon. C'est un vrai. Alors là, j'avoue que je comprends pas parce que avec les moyens dont dispose apparemment Égalité et Réconciliation, ça devrait marcher un peu mieux que ça. Vous avez une... Et voilà, une fois de plus, j'aurais mis les pieds dans le plat parce que périodiquement, il faut les mettre. Donc passons à la question suivante. Vous avez une approche plutôt sympathique envers Laurent Wauquiez. Pensez-vous qu'il pourrait être une alternative de l'opposition à la faillite du Front National? Et ne faites-vous pas là le même calcul que celui que vous aviez fait en faisant voter pour François Fillon dès le premier tour de la présidentielle, ce que certains dans nos milieux n'ont pas compris? C'est évident, de toute façon, on n'a pas le choix. Il est évident que le Front National, pour nous, c'est terminé. Ça, on a compris. Je voyais encore hier aux actualités, là aussi LCI ou BFM TV, où on parlait du du nouvel attelage, ou un truc dans ce goût-là, Marine Le Pen, Gilbert Collard, depuis que Philippot est parti. Donc voilà, l'intelligence du Front National, désormais, ça va être Gilbert Collard. Gilbert Collard, franc-maçon, sioniste, et rappelez-vous les textes que j'avais cités de lui, disant que plus ou moins la France ne serait pas la France, et il n'y avait pas eu les Juifs, enfin je sais pas. Il est favorable à la capitale Jérusalem pour capitale. Ah quoi? Il est favorable. Ah oui, tout à fait. Favorable à Jérusalem, capitale d'Israël, etc. Donc voilà, il se retrouve sur la même ligne que Attali. Donc, Front National, terminé. Bon, alors face à nous, nous n'avons pas, je ne veux pas, en tout cas pour le moment, créer de parti. Nous avons une tâche bien spécifique qui est de procéder à la formation de cadres. Parce que, avant toute chose, il faut avoir des cadres pour pouvoir tenir une structure bien en main et éventuellement un jour le pays. Donc, d'abord des cadres. Ça, c'est l'urgence. Donc, Front National, exit. Florian Philippot, bon, de toute façon, pas sur la même longueur d'onde, même s'il y avait certains sujets sur lesquels on était compatibles, notamment sortie de l'euro, de l'Europe, etc. Mais Florian Philippot, pour l'instant, on ne peut pas faire tabler sur lui. Donc, qu'est-ce qui reste dans le panorama français? Fillon est tenu en laisse par toujours les poursuites qui ne se concluent pas, parce que justement, ils ne veulent pas les conclure. Parce que, ou il conclut en disant qu'il est coupable, mais apparemment ils n'arrivent pas à conclure, donc c'est le dossier, il n'y a pas grand-chose dedans apparemment, mais ils ne veulent pas conclure, parce que ce serait lui donner raison, a posteriori. Donc on le tient bien en laisse, des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Donc il est pour le moment stérilisé. Et puis apparaît Wauquiez, qui a fait des déclarations qui sont pas mal. Wauquiez, c'est comme pour toute chose. Ou bien il va rester dans la ligne qu'il annonce, qui est une droitisation de l'UMP, ou des Républicains si vous voulez. C'est pas mal. Il a l'air de vouloir s'appuyer sur Sens commun, qui est ce mouvement de jeunes qui est sorti de la Manif pour tous. C'est le moins pire. Donc voilà. Et en politique, on ne peut pas viser d'un seul coup l'idéal. On est obligé de travailler par étapes. Et je considère que pour Fillon, comme j'avais plaidé, pour nous, c'était une étape, c'était ce qui avait le plus proche. Et si on avait voté Fillon, on n'aurait pas tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Ce que trop de Françaises n'ont pas compris, soit parce que, comme des imbéciles, je dis bien, ils ont voté Marine Le Pen sans comprendre que c'était la voie royale ouverte à Macron, soit ont voté directement pour Macron. Alors merci à eux pour tout ce qui va se passer, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Alors j'ai une autre question. À eux et à elles, parce que l'élément féminin aussi a été très important là-dedans.
Oui, tout à fait. Vous dénoncez régulièrement la thèse de Pierre Hilard, qui traite Vladimir Poutine de mondialiste, lui attribue une mère juive et des sympathies pro-israéliennes. Alors jusqu'ici, Pierre Hilard a refusé tout débat avec vous. Comment expliquez-vous cette position, voire cette obsession de Pierre Hilard? Eh bien, je comprends pas. Je ne comprends pas, j'ai vraiment l'impression qu'il a, ou bien c'est un esprit faux, ou bien c'est quelqu'un qui, ayant lancé sa thèse sur Poutine, ne veut pas en démordre, croyant qu'il va perdre la face. Pas question de perdre la face, et on peut reconnaître qu'on peut se tromper. Au contraire, c'est quelque chose de fort louable. Et là, je ne comprends pas. Alors, je vais tout de même répondre à votre question, parce que ça fait partie des petites munitions que j'ai toujours dans la poche. Et donc, alors, la thèse de Hilard, c'est que Poutine, d'abord, aurait une mère juive, et il s'appuie là-dessus sur l'orthographe du nom de sa mère, où le C a été transformé en S ou le contraire. Enfin, un truc invraisemblable, en tout cas, elle n'est pas juive. Que ce serait un adepte du mondialisme, ah bon, et que c'est un grand ami d'Israël, ah bon. Alors, quelques petites citations tout de même pour lui faire toucher du doigt un petit peu la réalité. La déclaration de Jacob Rothschild du 10 août 2017, qui accusait Poutine d'avoir trahi le nouvel ordre mondial. C'est un mondialiste, Poutine? Ah bon? Ah bon? Donc quelqu'un tout de même de poids, comme Jacob Rothschild, qui l'accuse d'avoir trahi le nouvel ordre mondial. Et Hilard continue à dire que Poutine est mondialiste. Ah bon? Quelque chose qui colle, là, qui colle pas là. Et puis alors aussi la déclaration de la ministre israélienne de la Justice, j'en ai déjà parlé je crois lors du dernier entretien, et je crois lors de ma dernière conférence aussi, donc la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shak, du 26 septembre 2017, qui disait ceci: si Poutine veut survivre, il vaut mieux pour lui de faire ce qu'Israël lui dit. Alors, est-ce que, d'après M. Hilard, Poutine est un ami d'Israël? Et du mondialisme. Ah bon? Pour M. Hilard, apparemment, il existe différentes factions au sein du judaïsme qui s'affrontent. Et alors là, c'est justement ne rien comprendre à la personne de Poutine. Il joue de clans les uns contre les autres. Il joue d'un clan juif contre un autre clan juif, d'un clan de financiers contre un autre clan de financiers, mais entre autres choses, aussi pour compléter ma réponse, il a envoyé promener la banque Rothschild de Russie, jetée dehors, puisqu'il a remboursé toutes les dettes de l'époque soviétique, y compris celle de Elstine, de l'époque de Elstine, en disant maintenant, dehors, je ne veux plus vous voir. Alors, ça, ce sont des faits. Je ne comprends pas que Hilard s'entête à ce point-là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, est-il à ce point enfoncé dans sa théorie, ou bien est-ce qu'il y a des intérêts là-dessous qui jouent pour lui faire dire ce qu'il dit? Je pose la question. Et alors, chose aussi, ça m'est encore revenu dernièrement par une personne avec laquelle je suis en correspondance sur Facebook, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, qui me disait un jour, qui m'écrivait un jour, me disant mais pourquoi vous ne faites pas un débat avec Hilard sur sa position, etc., etc. Je lui dis, je ne demande pas mieux, mais puisque vous me posez la question, posez-lui aussi la question. Elle lui a posé la question, quelques jours après, elle me dit, il ne m'a pas répondu. Alors, je suis tout à fait d'accord, il a ses thèses. Mais s'il croit à sa thèse, mais qu'il en débatte. S'il ne veut pas en débattre, c'est qu'il n'est pas sûr de lui. S'il n'est pas sûr de lui, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Suivez mon regard. Alors, des leaders musulmans ont appelé à voter Juppé contre Fillon à la primaire de la droite. Est-ce que c'est ce que rapporte le journal Valeurs Actuelles le lundi 8 janvier? Quelle est votre analyse C'est très intéressant, justement. Ça montre bien que pour ces leaders musulmans, Fillon n'était pas leur meilleur candidat, loin de là, puisqu'ils ont voté contre lui.
Ce qui apporte du renfort à ma thèse, à ma tactique, que Fillon, pour nous, était le meilleur candidat possible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont voté Juppé. Ils auraient pu voter Sarkozy, mais Sarkozy était tellement démonétisé politiquement qu'il leur a semblé, à juste titre, que Juppé passerait peut-être plus facilement que Sarkozy. Et puis il y a aussi peut-être une chose qui reste en travers des musulmans, quel qu'il soit, c'est que Sarkozy étant le petit-fils d'un rabbin pro-sioniste de Salonique, ils n'avaient peut-être pas tellement envie de voter pour un Sarkozy. Voilà des petits rappels qu'il faut faire tout de même de temps en temps. Des petites piqûres de rappel. Lundi dernier, le 8 janvier, simultanément, plusieurs chaînes de télévision, dont BFM TV et LCI, entre autres, ont présenté des émissions consacrées à la théorie du complot, pour tenter d'accréditer que ce ne sont que des fantasmes. Vous qui, depuis des années, réunissez des documents qui démontent le complot contre les peuples et les nations en vue d'imposer la gouvernance mondiale, avez-vous un commentaire à apporter à ce sujet? C'est magnifique, je trouve ça remarquable, alors qu'ils se mettent... C'est même très intéressant ça. Qu'ils se mettent. Alors il y en a eu au moins deux de chaînes de télévision, ça remonte à lundi dernier. Simultanément, le même soir, LCI et BFM TV, donc BFM TV, vous savez, entre les mains de Patrick Drahi, grand copain d'Emmanuel Macron, qui a fait une partie de sa campagne électorale présidentielle, font une émission spéciale avec différents intervenants pour discuter de la théorie du complot et essayer de la mettre à mal, en ridiculisant, etc. Bon. Mais pourquoi est-il brusquement nécessaire de faire au moins deux émissions là-dessus? D'ailleurs, ça a suivi par la suite encore, dans différents commentaires, théorie du complot, etc. Sinon, parce qu'ils commencent à se rendre compte que ce qui passe à travers Internet, ce qui passe à travers ce que nous publions, nous, ce que nous disons, commence à avoir de l'effet dans l'opinion publique. Donc c'est une réaction de défense de leur part pour essayer de discréditer cette théorie du complot, parce que cette théorie du complot explique ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Donc il leur faut essayer de rendre non crédibles les analyses que nous faisons. On en revient aux fake news de Macron. On revient exactement, Diane, on en revient aux fake news de Macron. Pourquoi, simultanément quasiment, Macron commence à tirer à boulet rouge sur les fake news et que les petites chaînes de télévision à sa botte lancent des émissions consacrées à la théorie du complot. C'est très démonstratif. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils commencent à avoir peur. Et c'est ça qui est intéressant. Ils vont brider la liberté d'expression, ça c'est sûr. Oui, non, mais ils vont essayer. Mais normalement, plus ils vont essayer, plus ça va devenir évident. Et nous, tant qu'on peut le dire, on attire l'attention, mais on explique le pourquoi des choses. Alors, j'ai une autre question. Une toute dernière nouvelle vient de tomber concernant l'arrestation à Londres d'un proche de Sarkozy, l'homme d'affaires français Alexandre Djouri. Avez-vous quelques informations supplémentaires à nous donner? J'en sais pas beaucoup plus, à part ce qui en a été dit sur Internet. Et c'est un énorme pavé, cette histoire-là, mais à mon avis, ça va faire flop comme le reste. C'est que ça touche à tellement de choses, et j'ai même entendu dernièrement un commentaire que si Djouri sortait ce qu'il savait, des transactions financières entre la Libye de Kadhafi et Sarkozy pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy en 2000. C'était combien? C'était 2012? Oui, 2012. 2012. Ce serait la fin de la République. C'était le commentaire, ce serait la fin de la République. Et oui, parce que ce serait un château de cartes. Cartes qui commencent à basculer, tac, 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 tac.
Il est évident. Alors, je crois que c'était vous, Blandine, qui me disiez, tiens, on n'entend plus tellement parler de Sarkozy. Ben, et pour cause, c'est que... Et pour cause, c'est que moins on en parle de lui, mieux c'est pour lui. Donc, voilà. Alors, Rassurez-vous, Jury vient d'être libéré. Sous caution. Oh bah, le contraire Sous caution. aurait été Le étonnant. contraire aurait été anormal. Voilà, c'est ce que j'ai. Il n'a pas peur pour sa vie d'ailleurs, justement. Quand on ne sait trop. En Alors, général, tout c'est un dépend animal. s'il a des dossiers bien cachés et susceptibles de sortir si jamais il lui arrivait quelque chose. Si c'est un homme prudent, c'est ce qu'il aura fait. C'est la garantie, c'est le parapluie. Vous me liquidez et ça sort. Nous l'avions évoqué dans notre dernier entretien, la possibilité du... Excuse-moi Jean, excuse-moi, pardon, juste parce que on avait refait une question, tu sais, sur Céline avant de passer aux questions étrangères. Non, pas du tout, donc je la dis si tu veux. Oui, justement, je t'entends. Et puis après tu reprends. Tu lui as fait un Ouais, grand non mais j'aurais Tu dû... lui avais Oui, mais un j'aurais grand dû... signe en plus, je c'est sais ça. pas. Et je t'avais même Alors, dit, sinon pour revenir sur cette liberté d'expression dont nous parlions précédemment, les éditions Gallimard ont reçu des pressions pour ne pas rééditer les pamphlets de Céline. Que pouvez-vous nous en dire? Mais c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Oui, qui Non. va être bridé. Non. Qui va- Non, mais c'est admirable. Alors déjà, j'avais été quelque peu surpris quand j'avais entendu dire que Gallimard pensait rééditer les pamphlets de Céline. Bon, j'ai dit, oh là là, il ose. Magnifique. Mais on va voir la suite. Ben, la suite, ça a été très rapide. Et j'ai vu, vous avez dû voir, enfin plusieurs ont dû voir, que le CRIF s'est indigné immédiatement, a proclamé qu'il allait prendre contact avec qui de droit pour que ce ne soit pas publié. Ils ont Et reçu voilà. des menaces également. Ils ont reçu des menaces téléphoniques, par lettre, etc. C'est André Gallimard lui-même qui le dit. Il dit dans ces conditions-là, le climat n'est pas propice. est-ce que vous pouvez rappeler justement ce que disait Céline dans ses pamphlets? Oh là là, je peux pas tout dire. Bah, comme ça s'appelle, les pamphlets antisémites de Céline. Vous pouvez deviner ce qu'il disait. Bah, il disait rien d'autre que périodiquement des hommes politiques français ou des écrivains français libres disaient à propos de cette mainmise juive sur la France. A commencé par Toussenel, Drummond avec son fameux livre La France juive, etc. Mais de toute manière, nous n'avons pas besoin de Gallimard puisque tout est en accès libre et gratuit sur Internet. On a accès Oui, aux pamphlets de mais Céline. bien sûr. Mais alors justement, c'est ça qui les rend malades, d'où l'histoire, encore une fois, des fake news avec notre cher Emmanuel Macron. C'est qu'ils se rendent compte que ils ont beau essayer d'étrangler la vérité, c'est comme l'eau, ça passe partout, ça s'infiltre, ça apparaît. Et alors, moi, ce qui me sidère, c'est de voir comment des jeunes, surtout des jeunes, en tout cas jusqu'à la quarantaine, après c'est moins, prennent contact avec nous, parce qu'ils nous ont découvert sur Internet et qu'ils trouvent là où les réponses à toutes les questions qu'ils se posent. Et là c'est imparable. Ça suinte la vérité, je dis, suinte de partout. Ils ne savent pas comment faire pour enrayer le phénomène. Alors, nous l'avions évoqué dans notre dernier entretien, la possibilité du transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est chose faite aujourd'hui. Quelles vont être, selon vous, les conséquences dans le monde arabo-musulman? Je n'ai pas grande confiance dans le monde arabo-musulman. Ils parlent beaucoup, ils protestent beaucoup, mais dans les faits, ils ne vont pas beaucoup bouger. Pour une raison très simple, c'est que la plupart d'entre eux sont tenus financièrement par les États-Unis qui les financent. L'Égypte est financée par les États-Unis, la Jordanie est financée, l'Arabie saoudite, n'en parlons pas, etc., etc. Donc les grands acteurs des pays musulmans ne bougeront pas, ce sont des protestations de pure forme pour leurs masses qui, elles, sont réellement indignées.
ce qui fait des manifestants à Jérusalem ou ailleurs en Cisjordanie occupée, que l'armée israélienne gère très bien en tirant dessus, et tous les jours il y a quelques morts palestiniens, c'est très bien pour Israël, ça fait quelques Palestiniens en moins, donc voilà, donc ça ira pas beaucoup plus loin. Mais il n'y a pas que ça, parce que il y a tout un contexte, et rappelez-vous la citation que je donnais de cette ministre israélienne contre Poutine, c'est que Israël devient un pays honni aux yeux du monde entier, de plus en plus. Et ils ont beau avoir les États-Unis comme alliés évidents, je dis d'ailleurs, comme vous le savez, que Israël, capitale Washington. Le problème, c'est que avec la politique progressiste de Poutine qui sape les bases de la puissance américaine sur le plan économique, sans compter sur le plan militaire, et sur le plan économique, par sa politique d'échange économique hors dollar, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, il y a de plus en plus de pays qui commencent à déclarer désormais nos échanges vont se faire hors dollar. Alors qui en yuan, qui en rouble, qui en ceci, qui en cela, mais en tout cas plus en dollars. Donc ça veut dire à terme l'effondrement de la puissance économique américaine, c'est-à-dire judéo-américaine, tout simplement. Donc vous voyez, tout ça c'est un ensemble. Mais croire que les masses musulmanes vont réussir à faire revenir en arrière Trump, d'abord cet individu, rappelez-vous, quand vous m'aviez questionné au moment de sa campagne électorale, quand il commençait à émerger, que nos milieux étaient ravis. Ah, quel homme, voilà ce qu'il nous faut. Et je vous avais dit, Méfiance. ne rêvez pas, cet homme n'est pas fiable, rappelez-vous. Ben voilà. Et que Il a pense- compris, je m'excuse, Pardon, bien il a compris que s'il voulait rester président des États-Unis, il fallait qu'il obéisse. C'est ce que la ministre israélienne demande à Poutine, qu'il obéisse. Hein. Et lui a obéi, Poutine n'a pas obéi. Et que pensez-vous de C'est la différence. ces gesticulations martiales à propos de la Corée du Nord et de l'Iran? Alors, j'avoue que les pourparlers actuels entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui probablement vont défiler ensemble au moment des prochains Jeux olympiques à Séoul, vraiment, les Coréens, bravo, j'applaudis. J'applaudis parce qu'ils se sont moqués de Trump de la plus belle des matières. La meilleure réponse à faire à Trump, justement, c'est on va s'entendre. Vous, les Américains, vous commencez à nous gonfler. US go home. Et c'est une chose intéressante parce que les choses n'arrivent pas par hasard. C'est toujours une longue suite d'événements qui ont précédé. Je ne sais pas si vous vous rappelez la mise à la porte pour fraude fiscale multiple, détournement d'argent d'un ancien président de la Corée du Sud, qui a été jeté dehors par les Coréens. Or, ce président de la Corée du Sud était un allié inconditionnel des États-Unis. Donc il y a eu en Corée du Sud un revirement anti-américain. Ce qui permet justement ce rapprochement de la Corée du Sud avec la Corée du Nord, sur le dos des Américains. Ils ont un ennemi commun, on va dire. Mais voilà, mais voyez, mais c'est ça, tout l'intérêt de la politique quand on observe bien les choses, c'est de voir ce qui se passe d'un événement à un autre, comment ça se complète, ou comment l'un explique l'autre. C'est le principe du chaînage. C'est remarquable, c'est ça qui me passionne dans la politique. La B. Alors, l'ancien proche collaborateur de Donald Trump, Steve Bannon, l'artisan principal de sa victoire, a collaboré au brûlot de Michael Wolff, Far and Fury, Inside the Trump White House, un livre ravageur contre le président américain. Quelle en est la raison? Je vous félicite pas de votre anglais, mon cher. Non, j'étais perdu, j'étais pas du tout. Je m'attendais pas à lire de l'anglais. Bon.
Non, mais cette politique américaine, vraiment, c'est d'un primaire, mais quelque chose d'épouvantable. Et c'est dire que c'est ça qui gouverne encore le monde. Alors, Steve Bannon, curieux personnage, pas sans intérêt, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, représente l'aile droite de l'électorat de Trump. Qui, pas plutôt Trump arrivé au pouvoir, quand les lobbies se sont dit, bon, Trump est au pouvoir, maintenant il va falloir qu'il obéisse, ou bien il va falloir qu'il dégage. Et que Trump a compris le message, et il a éjecté de son entourage Steve Bannon. Donc il représente ça. Donc voilà ce qui explique un petit peu le pamphlet qui est sorti contre Trump, qui le présente comme un personnage ridicule, caricatural, etc. Ce que j'avais déjà reniflé au début, au moment de sa campagne électorale. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça décrit parfaitement bien ce qu'est ce monde politique américain. Bon, alors j'ai une autre question. Plusieurs mois après les dernières élections législatives en Allemagne, Angela Merkel n'a toujours pas réussi à former un gouvernement en s'alliant avec les socialistes. Alors, serait-elle sur la fin? Alors, je pense qu'elle est sur la fin. Elle est sur la fin. Alors, oui et non, parce que incontestablement, les derniers résultats économiques en Allemagne sont très bons. Leur bilan économique est extraordinaire, surtout quand on compare à celui d'Emmanuel Macron. Donc, c'est ça qui l'a fait tenir encore un petit peu. Mais ce que les Allemands n'ont pas supporté, c'est l'afflux en masse de 2 millions d'immigrés. Et encore, ça, c'est les chiffres officiels. Et comme vous le dites, chiffres officiels. Je pense que c'est beaucoup plus. Ça, parce qu'ils en voient les conséquences. Ils en voient les conséquences. Les frères allemandes, pour libérer qu'elles pourraient être, quand elles se seront violées par des immigrés, migrants ou autres machins, ils n'aiment peut-être pas tellement ça. Bon. Donc voilà, Angela Merkel, c'est ça, à la fois une réussite économique, parce que bon, c'est un élément du nouvel ordre mondial, mais à la fois cette politique intérieure de l'immigration, parce que en fait les Allemands, le monde économique allemand, comme français d'ailleurs, sont bien heureux d'avoir des immigrés à bas coût, au début, à bas coût, pour faire marcher leur industrie. Donc ça booste. Mais ça se retourne contre elle. Alors, accord, oui, effectivement, j'ai appris hier qu'il y avait eu un accord entre elle et les socialistes de Schulz, qui n'est pas un ami de nos milieux, mais c'est une promesse d'accord. Alors, jusqu'où ça va aller, je n'en sais rien, mais bon, Angela Merkel, et les dernières élections, tout ça a été très mauvais pour elle. Donc, attendons et voyons venir. Le problème des Allemands, c'est qu'ils ont été tellement culpabilisés avec les histoires de la dernière guerre mondiale qu'ils sont en partie bâillonnés. Et prendre une ligne politique à l'encontre de celle qui est suivie actuellement, c'est pour eux le risque de se faire traiter de nazis, etc., etc., etc. Donc ils sont en partie tenus. Je sais pas, j'attends le jour où ça explosera en Allemagne. Mais normalement il devrait y avoir une explosion. On verra, wait and see. Je me permets de revenir sur un personnage quelque peu néfaste, Monsieur Henri de Lesquen, qui a eu un échange avec un musulman concernant le droit au blasphème. Donc le musulman refusait de blasphémer, que ce soit Mahomet ou le Christ, et Monsieur de Lesquen n'était pas de Alors cet avis. c'est assez extraordinaire cette histoire-là, comme quoi franchement, où est-ce que c'est dans le dernier numéro de la politique. Oui, donc Lesquen était interrogé, je ne sais plus sur quelle chaîne ou invité par qui, avec un musulman. Et on en arrive à la question, on pose la question, êtes-vous pour le blasphème? Et Lesquen dit oui, pourquoi pas, oui, ça fait partie de la liberté d'expression, un truc dans ce goût-là. Vous me corrigez si je ne me rappelle plus exactement les termes. Le musulman dit, mais
même, je suis contre, quoi, vous seriez pour le blasphème contre le Christ? Et Lesquin de répondre à peu près ceci, oui, pourquoi pas. Et un peu plus loin, je ne sais pas comment c'est introduit, une question sur la maçonnerie, et Lesquin de dire, oui, mais après tout, oui, les catholiques peuvent être francs-maçons, après tout, la maçonnerie fait partie de la tradition française. Voilà. Et qui confirme ce que vous annonciez déjà. Déjà depuis la première fois où je l'ai attaqué bien en tête, c'était à une réunion de la fête du livre de Radio Courtoisie. Ça devait être en 2000. C'était après l'apparition de mon livre, Le nationalisme français. Ça devait être 2002 ou 2003. Et à l'époque, Beketch, avec lequel je m'entendais, très curieux personnage et complexe et contradictoire, Beketch, je m'entendais encore pas mal, il me dit, tiens, je vais vous présenter Henri de Lesquin. Je savais déjà ce que pensait d'Henri de Lesquin. Il me présente à Henri de Lesquin, et je regarde Lesquin droit dans les yeux, et je dis, vous êtes un révolutionnaire dans le sens de la révolution dite française. Je vous laisse imaginer la tête que pouvait avoir Lesquin quand je lui ai sorti ça en plein dans la gueule. Et je l'avais rappelé, et je l'ai rappelé moult fois après, sa fameuse déclaration dans le numéro 40 de la lettre du club de l'horloge, que la déclaration des droits de l'homme de 1789 était l'acte de baptême de la nation française. Donc vous comprenez pourquoi il a fait un faux sur l'un de mes textes pour faire croire que c'était lui qui était mis en cause par moi l'affreux. Donc il a fait un faux. Je ne vous dirai pas de quel nom on traite ce genre d'acte, parce que sinon je vais encore avoir un procès avec lui, puisque le prochain procès c'est là-dessus, parce que l'un de mes collaborateurs l'a traité de tac tac tac. Ah bah oui. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui commet un faux, qui tranche d'une phrase, une de mes phrases, les trois noms qui étaient concernés par la phrase, pour laisser croire que c'était lui qui était visé. Bah moi je le dirai pas, sinon c'est moi qui vais prendre le procès alors. Eh non, mais comme vous êtes mon très proche collaborateur, c'est encore moi qui vais recevoir les gamelles. Donc voilà le personnage. Voilà, une fois de plus. Alors, appréciez bonnes gens qui écoutez. Moi je crois que je l'avais traité de faussaire une fois dans... Comment? Je crois que je l'avais traité une fois de faussaire dans une des vidéos. Non mais ça sera coupé au Bon, montage. à mon avis, il l'avait pas vu. Il n'avait pas dû l'entendre, mais une fois... Bon bref. Ou alors il n'a pas osé s'attaquer à une charmante jeune femme. Ça. Non mais c'est hallucinant ce personnage. Alors, heureusement qu'il s'est fait jeter, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il s'est fait jeter de Radio Courtoisie. Qui pour la dernière question? Alors, petite dernière question pour terminer cette première conférence de janvier 2018. Quel bilan faites-vous de l'année 2017 en ce qui concerne votre action et ses répercussions? J'ai pas à me plaindre. Bon, j'aimerais que ça aille plus vite, c'est évident. Mais contrairement à toutes les autres structures qui ne cessent de se lamenter, d'appeler leurs adhérents ou abonnés à envoyer de l'argent, etc., nous, on n'a pas besoin de le faire. Nos finances sont tout à fait en équilibre. Et on progresse à tout point de vue. Vente de livres, abonnement à la politique. Nombre de vues. Nombre de vues, justement, c'est ce que j'allais dire, nombre de vues, c'est incroyable, vous êtes le mieux placé pour le dire. Alors prenez la relève. On fait 40 000 vues tous les 15 jours. 40 000 vues tous les 15 jours. Alors c'est tous les 15 jours. Parce que là, il y a une régularité, les gens pourraient se lasser à la longue. Hein. Mais non, apparemment, c'est la régularité, justement, et par rapport à tous les autres. Donc c'est ça qui rend furieux un certain nombre de gens que je prends en ligne de mire, dans cette bande invraisemblable des Sidos et Benedetti. Ils sont verts de rage. Ils ne représentent plus rien du tout. Ils ont beau faire les... Une chose tout de même que je voudrais faire remarquer à propos de Benedetti, parce que c'est pas normal. Ce garçon qui a réussi par ses provocations primaires, tartarinesques et autres, à faire interdire l'œuvre française, à ma connaissance, n'est pas poursuivi, mais par contre, des militants sous ses ordres sont poursuivis par la justice. Alors je voudrais bien qu'on m'explique.
Question sous-jacente, à quoi sert son action? À qui sert son À action? qui? À qui et à quoi sert son action? Exactement. Voilà. Nous avons terminé avec cet D'accord. entretien. Et Merci, monsieur voilà, Jean-Pierre mais Lassac. merci à vous, merci à vous. Et à très Je crois bientôt. on aura bien commencé l'année. Tel que les choses sont parties, on en est au point à se demander est-ce que le mois prochain on pourra encore faire un entretien Du moins le diffuser. et nous le diffuser. Exactement. Ça, On va essayer. Merci, monsieur Merci. Bocard. Merci à vous, Merci. merci à vous, parce qu'il est évident que tout seul je ne saurais rien faire si vous n'étiez pas là. Merci.